Eh bien, messieurs, dames, bonjour. Merci d'être venus si nombreux à notre rendez-vous du samedi après-midi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bertrand Saint-Germain, voisin alsacien, qui nous fait le plaisir de nous rendre visite pour nous parler de ses deux principaux ouvrages que vous pouvez voir si vous êtes dans la salle et que vous pourrez voir également dans la vidéo, Juridiquement correct et Prendre les armes, avec un point d'interrogation, ce qui fera d'ailleurs l'objet d'une question. Bertrand Saint-Germain est juriste, professeur, consultant, conseiller juridique, il est aussi donc essayiste. Sa spécialité, vous l'aurez compris, ce sont les questions de droit, mais c'est également la question des armes en France, en Europe et plus largement. Et c'est ce pourquoi donc nous l'avons convié et nous vous remercions donc d'avoir fait le voyage pour nous rencontrer. Et moi, merci de votre invitation, merci de me donner le plaisir d'être avec vous en Lorraine cet après-midi. Et je vous écoute. Alors commençons tout de suite. J'ai un certain nombre de questions que j'ai préparées, que nous avons quand même eu le temps de voir ensemble. Question préliminaire, en vous lisant, et c'est un aspect très intéressant de votre livre, on comprend que notre pays a connu une véritable régression dans le domaine de la détention d'armes à feu. Ce qui apparaissait comme une chose naturelle, aussi bien sous Aristote, du temps d'Aristote que sous Robespierre, chez Machiavel que chez Jaurès, c'était devenu depuis une chose absolument pas naturelle. Donc, question préliminaire, en 2025, où en est la législation sur la détention d'armes en France? Alors, pour répondre directement, la législation encadre extrêmement la possibilité de détenir des armes. La quasi-totalité des armes à feu est interdite à la détention, avec un certain nombre d'exceptions qui sont faites pour certaines catégories particulières, les chasseurs, les tireurs sportifs et les collectionneurs avec des armes plus souvent démilitarisées. Pour le reste, pour d'autres armes qu'on pourrait avoir à son domicile, d'armes à feu, il n'y a quasiment rien qui soit autorisé. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je serai repris. La classification des armes à feu, des armes, est en 4 catégories A, B, C, D, issues d'une réglementation européenne qui a remplacé les anciennes premières, deuxième, etc. catégories. La législation est extrêmement complexe. On estime que la législation repose sur des éléments techniques qui font plusieurs centaines de pages. Et il y aura parmi les auditeurs, parmi les spectateurs, quantité de gens qui pourraient me reprendre. D'ailleurs, le livre n'est pas un catalogue de la détention d'armes, absolument pas. C'est vraiment une mise en perspective de cette réflexion. Finalement, est-ce que le citoyen peut avoir accès aux armes? Doit-il avoir accès aux armes? Donc, et effectivement, le constat, c'est qu'aujourd'hui, en France, en 2025, la situation est celle d'une interdiction quasi absolue, on va y revenir certainement, mais en plus une interdiction que finalement quasiment personne ne remet en cause. On vit dans un monde où finalement avoir une arme est vu comme quelque chose d'incongru, est vu comme quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Et avec peut-être ce sentiment qu'il est finalement naturel que les gens n'aient pas d'armes. Parce que, évidemment, s'il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de meurtre avec des armes. Hein, c'est bien connu. À ce moment-là, il faut interdire les voitures, comme ça il n'y aura plus d'accident de voiture, etc., etc. Mais on a donc ce sentiment que c'est naturel que les gens ne disposent pas d'armes. Simplement, il faut ici prendre conscience que c'est récent. Que l'interdiction ou l'encadrement d'abord et l'interdiction quasi absolue de la détention d'armes, il est récent, il n'a pas un siècle, c'est 1939. Avant 1939, on a une détention d'armes qui est libre. Voilà. Alors, avec des circonvolutions, mais c'est issu de la Révolution. C'est couronné par une loi en 1885 qui n'autorise pas en tant que telle la détention, mais qui a pour effet de permettre l'achat, la possession et la détention d'armes, puisque cette loi, finalement, rend libre le commerce des armes. Donc on peut les acheter librement, sans réglementation particulière, donc à partir du moment où on peut les acheter, on peut les posséder. Alors c'est différent, nous y reviendrons, du fait de la
de les porter. Il n'y a pas de port d'armes en tant que tel, on le verra certainement, mais on a le droit de détenir ces armes, on n'a pas à justifier de quoi que ce soit pour posséder des armes. Or, finalement, l'idée, comment est-ce qu'on en arrive à une situation où, au cours des années 30, il y a une liberté quasi absolue de posséder des armes, ce que remettait d'ailleurs en cause déjà à l'époque le ministère de l'Intérieur. Il y a quand même des constantes dans notre époque. Comment, en moins d'un siècle, on en arrive à une situation où finalement, d'une liberté absolue, on passe à une interdiction tout aussi absolue. Et l'ouvrage a pour objet de mettre en perspective cette question de l'accès des particuliers aux armes, et donc d'expliquer d'où ça vient. C'est pas une idée folle inventée quelque part dans les plaines du Tennessee au cours du XVIIIe siècle, c'est bien plus ancien. Ça correspond à une réalité, à une nécessité philosophique, à une réalité politique, à des enjeux sociaux, et c'est ça qu'il fallait mettre en avant. Et tel est l'objet du livre, de rappeler finalement, est-ce que c'est un essai sur la liberté d'accès aux armes, ses enjeux, ses risques, ses dangers, qu'il ne faut pas négliger, et la liberté sur laquelle repose cette question. Mais justement, vous parliez philosophiquement, historiquement aussi, votre livre le montre très bien, la possession d'armes a toujours été considérée comme un frein à la tyrannie du souverain. D'ailleurs, je me souviens, quand j'allais moi-même faire du tir en Suisse, la devise de l'association, c'était « le citoyen, c'est celui qui porte un fusil ». Cela signifie-t-il qu'un citoyen est plus libre parce qu'il porte une arme, plutôt qu'il détient une arme? Mais vous allez nous expliquer justement la différence entre détenir et porter une arme. Ou est-ce qu'on est davantage un citoyen, avec ce que cela comporte comme droit et comme devoir, parce qu'on est armé? Alors, d'un point de vue philosophique, au départ, c'est parce que l'on est citoyen qu'on a le droit d'avoir une arme. Dans ce sens-là. Historiquement, dans les sociétés alémaniques, dans les sociétés suisses, mais qui reprennent le modèle que l'on trouve en Grèce, il y a cette idée que je fais partie du groupe, je suis à même, je suis supposé de défendre le groupe, donc de prendre les armes pour défendre le groupe. C'est-à-dire que la défense collective, la survie du groupe peut me conduire à offrir ma vie, le sacrifice suprême, et ce sacrifice suprême justifie que j'ai un droit de parole dans la vie du groupe. C'est une réalité que l'on voit encore en Suisse, dans une institution méconnue, alors le référendum suisse, mais plus précisément ce qu'on appelle en Suisse les Landsgemeinde. Le Landsgemeinde est un référendum décisionnel, local, qui peut avoir lieu le plus souvent maintenant à l'échelle d'un village, voire du canton, plutôt dans les cantons alémaniques, les cantons les moins peuplés aujourd'hui, où finalement les citoyens, c'est-à-dire les hommes libres, se réunissaient sur la place du village pour voter, pour accepter les propositions faites par l'équipe municipale. Et ce qui est intéressant dans le Landsgemeinde, c'est que les citoyens se réunissent. Pendant longtemps, ce n'était que des hommes. Les femmes ont été autorisées à participer peu à peu à ces Landsgemeinde. Et je crois que le dernier demi-canton qui avait résisté est allé jusqu'aux années 80. Mais simplement, les citoyens se réunissent et votent à main levée et à main armée. La condition d'entrée au Landsgemeinde, c'est de porter une arme. Alors, évidemment, ils n'y vont pas avec un fusil d'assaut. Il y a pour l'équipe municipale des épées d'apparat. La plupart du temps, c'est un simple couteau, une dague, un couteau que l'on porte au côté. C'est purement anecdotique aujourd'hui, même si la décision se fait au Landsgemeinde. Et c'est un vote à main levée et armée. Je suis libre, en tant qu'homme libre, je peux mourir pour le groupe, et donc j'ai cette arme qui est ma garantie de pouvoir défendre le groupe. Et comme je peux mourir pour le groupe, j'ai cette possibilité de participer à la gestion collective du groupe, en votant, en exprimant ma... Donc, c'est l'homme libre. Et l'homme libre, eh bien, il est armé. Alors, il est armé. Pourquoi? Pour reprendre la Grèce, il y a trois raisons à
au fait que l'homme libre, le citoyen, détienne une arme. La première, mais Cicéron le rappellera, c'est la légitime défense. Mais qui n'est même pas théorisée parce que tellement elle est évidente. D'ailleurs, Cicéron, lorsqu'il évoque cette question de la légitime défense, il a cette formule: c'est un droit que nous n'avons pas appris de nos pères ni de nos maîtres. On ne l'apprend pas à l'école. Il nous vient de la nature même, directement, qui suppose que quand quelqu'un s'en prend à nous, on se défend. Voilà. La légitime défense, donc c'est la première raison, mais elle n'a même pas à être théorisée. Elle relève de l'instinct individuel de survie. Donc on peut passer. Alors, de la légitime défense individuelle, il y a l'exemple précédent. Deuxième raison, c'est la légitime défense collective. Je peux porter une arme pour défendre la patrie, pour repousser l'ennemi extérieur. D'autant plus important dans les sociétés traditionnelles que si on n'est pas libre, on est soit mort, soit esclave. Donc cette qualité d'homme libre, il faut pouvoir la défendre. Et le citoyen qui défend sa communauté, finalement, il se défend pour sa survie, en tant qu'homme. Et puis, on en arrive surtout au point essentiel chez les Grecs, qui sera repris par la suite par bien d'autres, y compris tous les théoriciens de la liberté politique au XVIIe, XVIIIe siècle surtout, et c'est celui dont on parle le moins aujourd'hui, c'est que posséder une arme, eh bien, c'est un frein au travers que pourrait avoir le souverain, au mauvais penchant que pourrait avoir ce chef de l'État, d'une tendance à pouvoir dans ses mains, c'est-à-dire ce que les Grecs appellent la tyrannie. Avec cette idée que si le tyran potentiel a face à lui des citoyens armés, eh bien, il pourra moins facilement leur imposer sa volonté. Et ça, c'est une réalité qui est très nette, qui va aller, que l'on trouve chez Locke, notamment, au XVIIIe, cette idée que, et puis on la retrouve ici également dans tous les écrits de la Révolution, hein, au moment de la mise en place de la garde nationale, avec Robespierre, avec Marat, avec d'autres, et on le trouvait déjà en amont chez Machiavel aussi, l'idée c'est que si le peuple a des armes, il peut s'opposer au tyran. Et le tyran ne pourra mener à bien ses intentions que s'il a face à lui des citoyens désarmés. Et là, ça rebondit sur des questions qui touchent à l'armée de métier, à la conscription, etc. Vous trouvez ça aussi bien chez Aristote, chez Platon, chez Machiavel, chez Robespierre, chez Marat. L'idée, c'est que le tyran fait appel à des mercenaires. Et que pour éviter ça, il faut que ce soit des hommes libres qui défendent le corps social, la nation, le contrat social s'il le faut. Et voilà, il y a vraiment cette idée de liberté. La liberté, c'est détenir une arme, c'est éviter la tyrannie, assurer la survie individuelle collective. Et finalement, dans la survie collective, il y a l'ennemi extérieur, mais il y a l'ennemi intérieur. Il y a le tyran qui mettrait fin aux libertés. Voilà, donc on est citoyen, on porte des armes parce qu'on est libre, parce qu'on est citoyen. Mais au début de votre réponse, vous évoquiez Cicéron et vous mentionniez le fait que pour lui, la légitime défense était une chose évidente, qui se passait en fait de réflexion. Aujourd'hui, donc en France, le port d'armes est quasi prohibé, sauf cas bien particulier. La possession d'armes, elle est très encadrée. Et on voit, je ne vais pas dire tous les jours, pour ne pas faire démagogue, mais presque tout le temps, des affaires qui sont médiatisées sur des cas de légitime défense, qui sont en tous les cas considérés comme des cas de légitime défense par la population, et qui, au moment du verdict du tribunal, n'en sont plus. J'ai envie de vous demander, qu'en est-il de la légitime défense aujourd'hui en France ? Alors, la légitime défense des personnes et des biens est autorisée, mais l'article 122 du Code pénal précise que cette légitime défense doit être effectuée de manière proportionnée à l'attaque que l'on subit. Avec une variante pour ce qu'on appelle la légitime défense privilégiée,
c'est-à-dire c'est l'hypothèse de quelqu'un qui pénétrerait chez vous la nuit, dans votre domicile la nuit, pas seulement dans la propriété, où là, il y a une présomption de légitime défense. Pourquoi? Parce que justement, c'est la nuit, et par définition, on ne sait pas à quel danger on est susceptible d'être confronté. Dans l'idée, si on repousse un individu qui pénètre dans son domicile la nuit, on est en présence d'une présomption de légitime défense, qui pourra, le cas échéant, selon les circonstances, être écartée par le juge s'il lui apparaît que les conditions n'étaient pas réunies. Typiquement, on peut imaginer, c'était bien la nuit, mais dans la maison, tout était éclairé, la personne avait sonné, vous l'aviez vu, vous saviez qui c'était, vous aviez vu qu'il n'était pas armé, par exemple, donc ça peut être écarté. Maintenant, sur les affaires de légitime défense, ce qui va se passer, la plupart du temps, pardon, ou le plus souvent, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une légitime défense, il y a quelqu'un qui est agressé, qui va riposter, alors avec une arme, quelle que soit sa nature, une arme par destination, un bâton constitue une arme. La jurisprudence, l'arme par destination, c'est un bien, un objet dont on a fait une arme en l'utilisant. Et si vous allez lire le code pénal, il y a un inventaire à la Prévert de tout ce qui constitue, ce qui est susceptible de constituer une arme par destination. On a trouvé bien sûr des chaussures, bien sûr des bagues de combat, une ceinture, des talons, mesdames. Ça peut être utilisé comme arme, bien au-delà de la batte de baseball, de la pioche, etc., etc. Donc, on va repousser une agression comme on le peut, parce que le plus souvent, quand on est agressé, ça n'a pas été préparé, enfin, du côté de celui qui subit l'agression. On va repousser cette agression et éventuellement, à cette occasion, infliger des dommages, voire parfois jusqu'à blesser mortellement l'agresseur. À ce moment-là, on va voir ce qui va se passer. Ici, il faut bien comprendre qu'on est dans une époque compliquée et qu'il n'est pas rare aujourd'hui que dans une telle agression, la personne soit mise en examen, voire soit incarcérée de manière préventive, en fait tout simplement pour la protéger. Pour éviter que les amis de l'agresseur blessé ne s'en prennent à la personne. Aujourd'hui, c'est un phénomène assez courant où on va finalement protéger la personne en la mettant derrière les barreaux et en exfiltrant la famille. Ce qui permet en quelque sorte de dire non, de calmer les éventuelles poussées de violence, bouffées de violence qui pourraient avoir lieu de la part des amis de l'agressé. C'est quelque chose qui existe. En laissant le temps faire son cours, et lorsque la pression retombe, on peut arriver à avoir un jugement un peu plus mesuré. Alors, lorsqu'il y a utilisation d'armes, et d'armes à feu tout spécialement dans de telles hypothèses, la question qui va se poser bien souvent, c'est l'arme était-elle légalement détenue? Que la légitime défense peut être reconnue tout en voyant la personne condamnée au titre de la détention d'une arme en dehors des conditions légales. Ce qui peut être facilement le cas, c'était l'objet d'ailleurs de la grande campagne de la gendarmerie il y a 3 ans. J'allais en parler. En la récupération d'armes par héritage. Du grand-oncle ou de l'arrière-grand-père, etc. Et quand on range les greniers, les caves, on découvre des choses dans leur emballage, soigneusement graissées depuis leur parachutage par des avions anglais ou américains. Et on dit, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas envie de le jeter, on n'a pas nécessairement envie de le garder. C'est vrai, et la gendarmerie avait cherché à récupérer une quantité d'armes qui pouvaient exister en appelant les gens à les rendre. Pour dire qu'on peut avoir chez soi une arme sans l'avoir voulu, sans avoir cherché à s'armer et sans mauvaise foi. Voilà, donc... Mais cette campagne se prolonge, puisque je suis allé, en prévision de notre rencontre, je suis allé sur le site de la gendarmerie. Et si la campagne s'est effectivement achevée fin 2022, la publicité, elle se poursuit. Vous êtes toujours appelé, si vous êtes détenteur d'une pétoire héritée de votre grand-père, ou même d'un couteau, d'une dague de chasse dont vous n'auriez pas l'usage, vous êtes toujours invité gentiment par la gendarmerie à aller le déposer à la caserne du coin. Mais ça me donne quand même, ça me donne envie de vous poser la question.
Et de quoi nos pouvoirs publics ont-ils donc peur? Les armes aujourd'hui, on sait que c'est dans les zones de non-droit qu'elles circulent. C'est pas parce que moi, mon grand-père est venu d'Algérie avec son USMA que je vais nécessairement faire un carton demain dans l'école du village. Alors, votre question est intéressante et elle fait écho à des réflexions qui sont extrêmement anciennes. Alors, Beccaria, les théoriciens du droit pénal moderne, bon, on est quand même vers 1750, hein, mais reprend cette question-là, et on a les mêmes questions, avec les mêmes arguments au milieu du XVIIIe siècle. Je parlais de la loi qui, en 1885, la loi Farcy, autorise le commerce des armes en France. Il est intéressant de voir les débats parlementaires. Les débats parlementaires, c'est exactement ce que l'on entend aujourd'hui sur toutes les radios, toutes les discussions, on appellerait ça de café du commerce, tous les mêmes arguments. Ah, moi, je veux pas que mon voisin ait une arme parce qu'il pourrait sortir et faire n'importe quoi. D'ailleurs, il pourra sortir et faire n'importe quoi, même sans arme. Voilà. Et surtout, en fait, c'est oublier une chose, c'est que c'est pas le citoyen qui est dangereux en tant que tel, c'est pas la personne qui n'a rien à se reprocher. Un délinquant, un criminel, par définition, lui, accédera à des armes, et cela de manière totalement interdite. En fait, il n'y a que les honnêtes gens pour respecter un tant soit peu la loi. Quelqu'un qui décide que la vie amène à devenir criminel, il y a quand même à un moment donné une part de libre arbitre aussi, mais bon, la personne qui devient criminelle, si on lui dit non, détenir une arme c'est interdit, il va pas dire ah bah oui zut, non je ne veux pas prendre de pistolet ou de revolver pour faire mon braquage parce que je n'ai pas le droit d'avoir d'arme. Non, un criminel ne respecte pas la loi par définition. Donc ne respectant pas la loi, il va faire en sorte d'obtenir des armes. Et voir, alors, il y a eu un premier épisode après la guerre en Yougoslavie, dans l'ex-Yougoslavie, l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, qui a conduit dans les mois qui ont suivi pas mal d'armes des stocks de l'ex-Yougoslavie à être distribués au profit du trafic de drogue, au profit des quartiers, de la délinquance, à des gens qui globalement ne savent pas s'en servir, parce qu'il n'y a pas tant de morts que ça, au regard des armes qui circulent. Et puis là, avec la guerre en Ukraine, on commence à avoir eh bien, de la revente, du commerce d'armes et des armes qui irriguent toute la délinquance. Ce qui amène aussi la nécessité que la police s'arme, parce qu'effectivement, avec un simple pistolet, face à un fusil d'assaut, l'échange est un peu compliqué. Il y a des délinquants qui s'arment comme ils l'ont toujours fait, parce qu'ils n'ont jamais respecté la loi, ils n'ont pas l'intention de le faire. Donc il y a effectivement cette circulation des armes, et il n'y a que l'honnête citoyen pour se dire, ah ben non, avoir des armes c'est interdit, d'ailleurs la gendarmerie me l'a dit, donc je ne détiens pas d'armes. Voilà. Et ce sont des arguments que Beccaria justement dénonce dès le XVIIIe siècle, en disant que sous prétexte de faire le bien, voilà, comme avec des armes on peut tuer des gens, donc on va désarmer les gens, comme ça ils ne tueront pas, alors, sans doute, mais dans les faits ça ne change rien, dans le sens où les criminels, eux, accèdent toujours à des armes. Et puis, j'étais un peu long, mais pour revenir, le contre-exemple à tout ça, c'est bien évidemment la Suisse. La Suisse a une armée de milices où les citoyens vont être soldats. Ça repose donc sur une sorte de conscription tout au long de la vie. Le service militaire dure un peu moins d'1 an, il dure 9 mois à peu près, 9-10 mois. Il y a une phase initiale qui doit durer 3 mois, si je me souviens bien à peu près. Et ensuite, il y a il faut faire 7 fois 1 mois de service au cours des 10 ou 12 ans qui suivent. Et les Suisses, alors maintenant ce n'est plus obligatoire, c'est possible, avant c'était obligatoire, rentraient chez eux avec leur arme de dotation. Les officiers avec un pistolet, les soldats et sous-officiers avec un fusil d'assaut. Parce que ces miliciens suisses, ces soldats de l'armée de milice, étaient astreints en dehors des périodes militaires à leur entraînement. Et dans leur entraînement, il y a eu le tir. Eh bien, l'armée suisse ne prévoyait pas que le tir se fasse pendant les périodes militaires. Non.
la personne est chez elle, on est samedi après-midi, il fait beau, que se passe-t-il? Eh bien, je prends mon fusil, je vais au stand de tir du village, ou à l'un des nombreux stands de tir de la ville, et je tire. Puis je reprends le tram, mon fusil en bandoulière, et je rentre à la maison, je nettoie mon arme, et il n'y a pas plus d'utilisation violente de ces armes en Suisse. Il faut se souvenir que la Suisse est quand même le 3e pays au monde en taux de détention d'armes. Pour les pays pour lesquels on dispose de statistiques fiables, il y a les États-Unis en tête, il semblerait qu'il y ait le Yémen en 2, ce qui explique peut-être certains éléments géopolitiques actuels, et puis la Suisse en 3. Or la Suisse, vous êtes peut-être déjà allé en Suisse, on n'a pas une crainte absolue d'être victime d'une tuerie à chaque coin de rue quand on se promène en Suisse. Effectivement. Et pourtant, eh bien, les Suisses, les citoyens suisses, ont la possibilité d'avoir ces armes à domicile. Aujourd'hui, ils peuvent les laisser à la caserne, mais ils peuvent la ramener chez eux, et qui plus est, à la fin du service militaire, à la fin de toute leur période, ils ont la possibilité, sur simple déclaration, de conserver l'arme chez eux. Point. Pour les fusils d'assaut, on leur enlève la capacité de tirer à répétition. Et les armuriers m'ont dit que ça se remettait si on le voulait. Je laisse ça aux techniciens. Mais la Suisse a cette possibilité. Alors, il y a un élément négatif en Suisse avec la détention d'armes, surtout chez ceux qui disposent d'un pistolet, on l'a constaté. La présence du pistolet au domicile facilite, je pense que les auditeurs et les téléspectateurs doivent s'en rendre compte, ou les visionnautes. Et en tout cas, eh bien, c'est Les vignonautes. le suicide. Parce que dans un épisode de dépression, le fait d'avoir une arme à disposition avec ses munitions, c'est certain que ça peut faciliter le passage à l'acte. On est seul, on n'est pas bien, et si on a un cure-dent sous la main, ça va être plus long. Alors que là, il y a cette possibilité. Et c'est prouvé, on a vu, ça permettait un certain nombre de suicides. Et on se suicide beaucoup en Suisse. Bon, il faut croire néanmoins que vous faites plus confiance à vos concitoyens que nos dirigeants lorsque vous nous parlez de la détention d'armes. Alors, oui, c'est Vous aussi... ne parlez pas, vous ne craignez pas que le fameux Far West évoqué par Emmanuel Macron advienne parce qu'on va assouplir la détention d'armes. Encore que, nous verrons ça dans les prochaines questions, la chose n'est pas si évidente. Bon, je crois que déjà, aujourd'hui, il faut bien se dire qu'un assouplissement de la législation en France ne semble pas à l'ordre du jour. C'est bien qu'on le sache. La classe politique s'en éloigne très largement. Il n'en a pas été question pendant la campagne présidentielle. On l'a effleuré un court instant via Éric Zemmour qui avait évoqué d'appliquer en France une disposition qui existe en Suisse autour d'une présomption de légitime défense. Plus large. Voilà, c'est tout. Il ne s'agissait pas de détention d'armes en tant que telle. Le sujet n'est pas un sujet porteur. Vous savez qu'un certain nombre de dirigeants politiques gouvernent, construisent la ligne de leur parti en regardant les sondages. Aujourd'hui, si vous parlez de libre accès aux armes, vous êtes vu comme un quasi-fou furieux. Il y a vraiment cette idée, comment vous voulez... Alors, pourtant, d'abord, assouplir la possibilité de détenir des armes ne signifie pas nécessairement que tout le monde voudra avoir une arme chez soi. Beaucoup de gens n'en ont strictement aucune envie. Soit qu'ils n'en ressentent pas le besoin ou la nécessité, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie. Donc tout le monde ne le fera pas. Après, un assouplissement de l'accès aux armes ne veut pas dire donner à tout le monde. On peut s'inspirer de la réglementation tchèque. Je crois que vous avez des questions là-dessus. Oui. Mais on peut... Et puis le programme, il y a une association en France qui travaille sur cette question, c'est l'ARPA, que vous avez peut-être entendu parler, une association pour le rétablissement du port d'armes citoyen, évoque finalement des conditions dans lesquelles il serait possible d'accéder aux armes. Que la personne soit saine de corps et d'esprit, qu'elle n'ait pas de problème psychiatrique, qu'elle n'ait pas d'addiction médicamenteuse ou alcoolique, qu'elle n'ait pas été condamnée à un certain nombre de délits,
moins des délits de violence, qu'elle sache manipuler une arme, voilà, qu'elle soit éventuellement soumise à des examens réguliers, médicaux et de tir, ça paraît être des conditions assez légitimes pour pouvoir utiliser des armes. Si on prend les tireurs sportifs, c'est pas une population spécialement plus criminogène que les autres, alors même que ces gens possèdent des armes à domicile. Et on pourrait voir la même chose avec les chasseurs. Même s'il peut arriver des faits divers, des crimes bien tristes, mais qui peuvent exister de toute façon avec ou sans armes. Alors justement, effectivement, la République tchèque, c'est un autre cas qui me semble intéressant, avec la Suisse ou la Finlande. Donc, ce sont des pays qui ont une tradition de tireurs, de citoyens tireurs, de tir sportif, mais aussi ce qu'on pourrait appeler un tir patriotique. J'aimerais que vous nous... Alors, et on va revenir donc sur la République tchèque à travers une question qui m'intéresse beaucoup, qui est celle du rapport entre le droit national, le droit français et le droit européen. J'aimerais savoir si... On sait que le droit européen est supérieur aux droits nationaux des États membres. Est-ce que, en la matière, le droit européen joue un rôle en France, et donc en République tchèque, qui est aussi un pays sur lequel vous avez travaillé, donc, est-ce qu'il y a une totale liberté, j'y crois pas moi-même quand je vous pose la question, mais est-ce qu'il y a une totale liberté des États de l'Union en la matière? Alors, la réglementation européenne qui est intervenue dans la foulée de l'acte unique européen de 1986. L'idée, c'est qu'on faisait un grand marché, sans frontières intérieures, avec une liberté de circulation des personnes, des marchandises, des capitaux. Et à partir du moment où les personnes pouvaient se déplacer, les armes pouvaient circuler. Et c'est ainsi que, pour éviter que ce marché commun devienne un marché commun de la criminalité, c'est toujours l'objectif, c'est pour encadrer la violence, pour éviter la violence, eh bien, il fallait établir des règles communes, et donc sur la libre circulation des armes. Et pour cela, l'Union européenne a peu à peu établi essentiellement le régime des catégories d'armes, des 4 catégories ABCD, avec des normes techniques, etc. Et ça, cette catégorisation des armes, tous les pays européens la respectent. Si on parle de la catégorie A, ça veut dire la même chose que l'on soit en France, en République tchèque, en Italie ou en Espagne. Voilà. Maintenant, les conditions dans lesquelles les citoyens peuvent accéder à une arme de la catégorie A, ça relève de l'État. Alors, l'Union européenne va demander des registres, qu'on puisse retrouver qui a acheté, etc. etc. Mais est-ce que la personne, typiquement, ce qui existe dans un certain nombre d'États, mais dire je souhaite me procurer une arme pour être à même de défendre mon domicile, ça relève uniquement de la législation interne. Je souhaite procurer une arme pour faire du tir sportif, pour faire de la chasse, dire c'est autorisé dans telles conditions, ou alors de dire c'est interdit, sauf si vous chassez, si vous faites du tir sportif, ça relève de l'État. Et l'État, bien souvent, c'est amusant de voir souvent, on a des dirigeants depuis une cinquantaine d'années qui sont tous pro-européens. Voilà. Moi aussi je suis pro-européen, peut-être pas cette Europe-là. Mais c'est amusant de voir comment des dirigeants pro-européens utilisent finalement toujours l'Europe pour dire ah non, c'est pas nous, c'est l'Europe qui oblige. Et sur le contrôle des armes, c'est totalement ça. L'Europe n'oblige qu'à très peu de choses. Simplement, on dit ah c'est pas nous, c'est l'Europe. C'est une manière de faire passer la pilule. Voilà. D'ailleurs, il faut savoir que la dernière directive sur l'encadrement des armes avait été mise en cause par le règlement, avait été mis en cause par la République tchèque, et la France s'était joint à la commission contre l'argumentation tchèque. L'argumentation tchèque était de dire que la réglementation était trop poussée, allait trop loin et remettait en cause la liberté des États membres. Le recours a été rejeté, mais il n'empêche que la République tchèque a gardé un régime extrêmement libéral de l'accès aux armes. À tel point qu'ils ont essayé de le faire entrer dans la constitution tchèque, si j'ai bien compris. Oui. Alors, les Tchèques ont finalement souhaité, au début des années 2010... Tout c'est l'avortement, c'est la détention d'armes. Voilà. 2 salles, 2 ambiances. Les Tchèques ont cherché à inscrire dans la Constitution une disposition finalement semblable au 2e amendement à la Constitution américaine, garantissant
la liberté d'avoir des armes. Il y a eu révision de la Constitution, la procédure a été lancée, elle a été votée par la Chambre basse, votée par la Chambre haute, le Sénat tchèque, mais au Sénat, la majorité qualifiée, il fallait 60%, n'a pas, me semble-t-il, n'a pas été atteinte. Il a manqué 4 ou 5 sénateurs pour que ça passe. Et à l'issue de cela, de cet échec, les Tchèques ont modifié l'équivalent chez eux de la Déclaration des droits de l'homme pour y inscrire parmi les droits la possibilité pour l'individu de se défendre, y compris avec une arme. C'était la manière indirecte de consacrer la possibilité d'avoir une arme. Parce que si je peux me défendre, y compris avec une arme, ça sous-entend que je puisse avoir une arme. Et donc cette disposition a été inscrite dans la Déclaration des droits tchèques. Voilà. Mais l'Union européenne, ici, n'est pas la cause de l'interdiction de l'accès aux armes. La France l'a fait bien avant l'Union européenne et sans avoir besoin d'elle. Je trouvais utile de refaire justement le point sur cette question. Maintenant, une fois qu'on a parlé de la France et de l'Europe, il y a un autre pays dont il va falloir parler, évidemment, et auquel vous consacrez beaucoup de pages aussi dans votre livre, dans le deuxième livre, Prendre les armes, ce sont les États-Unis. Quand on parle circulation des armes, on pense évidemment immédiatement aux États-Unis, oui. Sans voir nécessairement d'ailleurs que s'il y a un deuxième amendement, sur lequel j'aimerais d'ailleurs que vous nous reparliez un petit peu, vous nous disiez ce qu'il en est aujourd'hui de cet amendement, sans voir qu'il peut aussi exister des législations différentes selon les États des États-Unis. Alors, la première chose finalement à retenir, ce que j'ai souvent expliqué, finalement, si quelqu'un vous dit aux États-Unis, vous pouvez vous dire que vous avez affaire à un faussaire. Pratiquement, je suis toujours un peu provocateur au début, j'explique après. Pourquoi? Simplement parce qu'aux États-Unis, ça n'existe pas. Ce que cela signifie, c'est-à-dire que les États-Unis sont un État fédéral, donc il y a une strate fédérale, des règles communes qui s'appliquent dans toute la fédération, et il y a surtout ensuite la strate fédérée. Et avec des règles propres au Wisconsin, au Colorado, à la Floride, à l'Ohio, etc., les 50 États. Or, finalement, quand on regarde le partage des compétences qu'opère la Constitution américaine, les choses susceptibles d'être réglées au niveau de la fédération sont extrêmement restreintes. Voilà. L'essentiel de la réglementation en Amérique est le fait de chacun des États fédérés. Voilà. Donc, il y a un grand principe, c'est celui qui est consacré par le deuxième amendement, c'est la possibilité pour les citoyens de détenir des armes, mais ensuite les modalités pratiques sont propres à chaque État américain, avec des États qui se montrent extrêmement restrictifs, d'autres beaucoup plus libéraux, même si les choses ont été assouplies suite à la jurisprudence américaine en 2022, qui a mis fin au débat en reconnaissant explicitement le droit de détenir des armes. Voilà, c'est consacré par le deuxième amendement. Donc, il y a le droit de le détenir, simplement, les États vont pouvoir mettre des règles en ce qui concerne l'identité, le nombre d'armes, le type d'armes susceptibles d'être achetées par une personne. Après, il y a sans doute des difficultés propres aux États-Unis. Alors, j'en cite deux, peut-être l'occasion d'y revenir ensuite dans les questions. Autant le marché du neuf est relativement contrôlé aux États-Unis, il n'en est pas autant du marché de l'occasion. Et il y a un autre problème aux États-Unis, quelque chose auquel on ne pense pas spontanément en France, c'est qu'il y a beaucoup d'armes qui vont circuler, tout simplement, sous forme de cadeaux. J'achète une arme et je l'offre à mon neveu, à mon voisin, à mon ami. Tiens, pour ton anniversaire, qu'est-ce que je vais t'offrir? Un AR-15. Voilà. Alors, il y a des limites, c'est le droit américain. Il faut, la limite en particulier, c'est il faut que la personne à qui je l'offre, je ne dois pas savoir qu'elle n'a pas le droit d'avoir des armes. Voilà, typiquement, quelqu'un qui a été condamné en justice n'aura plus le droit d'avoir des armes. Si je sais que cette personne a été condamnée en justice, qu'elle n'a pas le droit donc d'avoir des armes, si je lui offre une arme pour son anniversaire, je suis moi-même fautif et susceptible de prison. L'Amérique est comme ça. C'est peut-être les gens qui sont allés en Amérique, lorsqu'ils posent la question, est-ce que vous avez l'intention de tuer le président américain? Il ne faut pas plaisanter en disant oui. Vous pouvez être
remis dans l'avion directement. Mais il y a cette idée de bonne foi. Si j'ai dit non, je ne savais pas qu'il ne pouvait pas accéder à une arme, c'est que je ne le savais vraiment pas. Si j'ai menti, si je suis parjure, là je m'expose moi-même à une sanction extrêmement forte. Quelque chose auquel on ne peut pas penser en France. Donc il y a des problèmes en Amérique, le marché de l'occasion, le don, etc. Il y a également des difficultés qui font que beaucoup de crimes sont commis par des gens qui n'avaient pas le droit d'avoir des armes ou qui ont recours à des armes volées, des armes issues de trafic. Mais le cœur de la réglementation va venir de chacun des États américains. Maintenant, quand on parle libre circulation des armes aux États-Unis, on parle aussi de tuerie de masse. On évoque systématiquement, enfin on fait tout le temps le parallèle dans les médias chez nous, on associe systématiquement vente libre et tuerie de masse. C'est vrai que le raccourci est tentant, or vous, justement dans votre livre, vous échinez à nous montrer que ce rapprochement est faux. Oui. Et que les tueries de masse non seulement ne sont pas une spécificité américaine, mais qu'il n'y a pas un lien direct entre la vente libre, l'accès légal aux armes, proprement américain, et ces mass murders. Alors, le premier point à relever, tout simplement, c'est de dire que l'État des États-Unis qui a la réglementation la plus stricte en matière d'accès aux armes, c'est la Californie. Et la Californie, c'est l'État des États-Unis qui connaît le plus de tueries de masse. La tuerie de masse, donc, c'est à minima 3 morts, selon un peu la règle du théâtre classique, unité de temps, de lieu, d'action. Donc des morts qui ont lieu quasi instantanément, ou pendant un très court laps de temps, au même endroit ou sur le lieu d'une équipée, sur une piste, par la même personne. Donc on a compté des tueries de masse, on estime que la première a eu lieu dans les années 50, ce n'est que rétrospectivement qu'on l'a qualifiée comme telle. On commence à les compter depuis les années 80. Et la Californie s'est dotée d'un régime extrêmement strict en termes de contrôle des armes. La Californie, c'est 12% de la population américaine environ, et c'est 20% des tueries de masse. Voilà. Alors, les tueries de masse sont associées, restaurées, ont le plus souvent lieu dans des endroits peuplés, sont essentiellement le fait de jeunes adultes, entre 20 et 40 ans. Il n'y a pas une surreprésentation des blancs, ce qu'on peut laisser croire, même au contraire, il y a une légère sous-représentation des blancs dans les auteurs de tueries de masse. Les auteurs de ces tueries de masse sont essentiellement aussi, pour plus de 75% d'entre eux, mais on s'en serait douté, des gens souffrant de problèmes psychiatriques, accros à la consommation de stupéfiants, et une bonne part de ces tueries sont réalisées par des armes illégalement détenues. Le dernier point qu'on pourrait relever, parce qu'il y a souvent cette idée que la tuerie de masse, on associe la fameuse tuerie de masse à l'école. Alors, c'est arrivé, et il faut simplement relever que c'est pas là où cela intervient le plus. Près de la moitié des tueries de masse se déroulent sur le lieu de travail, ou l'ex-lieu de travail. Et ne visent d'ailleurs pas nécessairement les collègues immédiats de travail. La personne va sur les lieux de son travail, et de ce point de vue-là, lorsque c'est un ancien élève de l'école, ou un élève de l'école qui se rend dans son université ou dans son école, ça s'apparente à un crime commis sur le lieu de travail, sur le lieu de son activité quotidienne en tout cas. Alors, et puis la publicité donnée à ces tueries participe aussi d'une forme de mimétisme et d'exaltation de l'image que l'on renvoie de soi-même. Un certain nombre de gens ont de vrais problèmes psychiatriques, ça c'est certain. Avec aussi, là, comme souvent, l'effet pervers de certaines législations. Certains États, souhaitant éviter les tueries, ont établi ce qu'on appelle des red flag zones, donc des endroits où il est interdit d'avoir des armes, des lieux. Et typiquement, les gens qui ont l'autorisation de porter des armes, aux États-Unis, selon les États, on a le droit de porter l'arme au côté, de manière dissimulée ou au contraire ouverte, en le montrant.
eh bien, dans ces zones de drapeau rouge, c'est interdit. Elles ne peuvent pas y aller. Mais ce qui fait que la personne qui décide de procéder à une tuerie de masse, si elle va dans l'une de ces zones, elle sait que personne ne sera en mesure de riposter, puisqu'il n'y aura pas d'armes. Cela a été constaté. Dans un centre de tuerie, le meurtrier a été arrêté par des citoyens armés. Ça arrive. Voilà, donc, il n'y a pas... je vous donne différents exemples dans l'ouvrage sur les réglementations, le nombre de meurtres, etc. etc. Mais ensuite, accabler les États-Unis, comme on aime souvent le faire en Europe, ça permet de ne pas voir la poutre qu'on a parfois chez nous, parce qu'en Europe aussi, il y a des tueries de masse. Il y en a beaucoup. Elles ne sont pas étudiées en tant que telles, elles ne sont pas analysées en tant que telles. Aux États-Unis, vous avez au moins 4 banques de données accessibles à tout un chacun qui reprend pour chaque tuerie qui était l'auteur, quel est son âge, quels étaient ses antécédents psychiatriques, ses antécédents judiciaires, qu'est-ce qu'il a devenu, quelle a été sa condamnation, etc., etc. On n'a pas ça en Europe. Il faut en définitive aller éplucher la catégorie des faits divers des journaux pour voir, ah bah oui, là il y a eu tuerie de masse, là il y a eu tuerie. Et rien que pour la France, depuis une trentaine d'années, vous savez, importante, on a tendance à l'oublier, c'est quand même le conseil municipal de Nanterre. C'était en 2001, me semble-t-il, 2000 ou 2001, où Richard Dern, 2001, je crois, ouais. un militant écologiste et pacifiste, abat quand même au cours du conseil municipal une trentaine de personnes, il y a 30 victimes. Il y a 6 ou 7 morts, les autres sont blessés, dans un pays où l'accès aux armes est quasi interdit. Mais c'est pas référencé comme tel. On a parlé d'une épopée meurtrière, il y avait eu le couple Ray-Maupin, il y en a un certain nombre comme ça. Et en reprenant le livre, j'ai repris cette triste énumération de faits divers, mais en fait, il y en a plein. Et quand on les regarde à l'échelle de l'Europe, si on accumule les tueries de masse dans chaque pays européen, dans ces faits divers, on s'aperçoit que si on avait un peu de temps pour le faire de manière systématique, il n'est pas impossible que l'on batte les États-Unis. Mais des équipés comme celle des frères Kouachi, il y a 20 ans de cela, comment il s'appelait, Khaled Kelkal, je crois, oui. On est entre l'islamisme et la tuerie de masse, là aussi. Certains attentats islamistes peuvent prendre l'apparence d'une équipée meurtrière de type tuerie de masse. Mais toutes les tueries de masse ne relèvent pas de l'islamisme. Ça dépend de la vocation. Voilà. Le modus operandi peut être utilisé par des islamistes, oui. Et c'est pas nécessaire. Mais on a le cas Besançon, fin des années 80. Vous voyez, on lui a retiré son autorisation de détention d'armes. Il avait été licencié quelques jours avant. Il va sur le lieu de travail et il tue une douzaine de personnes. C'est Besançon. Et en Haute-Saône, un agriculteur cultivateur, on n'a jamais su ce qui s'était passé, ce qui s'est suicidé après. Et dans son village, un hameau, village, il fait 15 victimes. Sans que l'on sache pourquoi, sans qu'il y ait eu de précédent. Ça existe, et dans tous les pays. Dernière question, Bertrand. Prendre les armes, qui est le titre de votre dernier ouvrage. J'aurais envie de savoir, s'il y a un deuxième tirage, est-ce que vous maintiendrez le point d'interrogation à la fin du titre? Et surtout, est-ce que prendre les armes pour vous, c'est une alternative, une réponse, voire la solution à finalement l'effondrement de nos institutions tel qu'il nous apparaît, la perte du monopole de la violence légitime sur lequel il se fonde? Alors, comme vous l'avez vu, finalement le point d'interrogation reprend la deuxième partie du titre. Faut-il rendre les armes? Non, je crois qu'il faut prendre les armes. Alors, prendre les armes, c'est d'abord par la reconquête intellectuelle, la nécessité de lire de bons livres, de savoir de quoi l'on parle, de se former. Pour l'instant, on se limite à la prise des armes intellectuelles. Après, si la situation continue à évoluer comme elle est maintenant, la question du passage pratique à la nécessité de l'autodéfense risque,
si rien n'est fait d'un point de vue social et politique, risque de s'imposer pour beaucoup de gens. D'elle-même. Très bien. Le principe du contrat social, du monopole de la contrainte physique par l'État, c'est qu'on s'en remet à l'État pour assurer notre protection. À partir du moment où l'État n'y parvient plus, voire ne le souhaite plus, d'une certaine manière, le pacte est rompu et chacun reprend la possibilité d'assurer soi-même sa propre défense. D'ailleurs, la légitime défense correspond bien à cette idée. La défense n'est légitime que parce que je ne peux pas faire autrement. Eh bien, Bertrand Saint-Germain, je vous remercie beaucoup. Et puis, nous allons passer à une petite séance de questions pour ceux qui, parmi vous, en auraient à poser. Merci.